pour discuter, pour d'abord recueillir un certain nombre d'éléments d'information et ensuite échanger sur ce sujet. Nous accueillons Frédéric Creuels et Olivier Schimpf. Frédéric, directeur en charge de la digitalisation à l'usinerie Partners, et Olivier, directeur technique de Robotics Valais. Je vous laisse la main. Frédéric, pour commencer peut-être, c'est quoi ChatGPT? Enfin, je te laisse mener cette présentation. Tiens. Merci. Déjà, ça va? Il vous reste un peu d'énergie pour ce dernier sujet. On va faire un petit sondage pour commencer avant un petit peu. J'ose pas poser la question. Qui connaît ChatGPT? Voilà. Bah, qui connaît pas? Ouais, qui ne connaît pas, c'est rapide. Quand même. Voilà. Qui a déjà un petit peu manipulé? Oui, quand même. Voilà, la conférence est finie. Eh ben merci. Non, en fait, pourquoi ces questions-là? Parce qu'on va aller tout de suite dans le concret, on va regarder. Voilà, on l'a interrogé, on s'est amusé un petit peu à l'interroger pour préparer ça. Et puis derrière, on ira peut-être. Alors, on n'ira pas du tout sur la technique, hein, je vous rassure là-dessus. On ira après sur les data et comment il fait. Et on verra un petit peu aussi le bon côté de ChatGPT et le côté obscur de ChatGPT. Oui. Voilà. Alors, pour faire ça, on va commencer avec un cas concret, personnel. Je me suis dit, je vais commencer par ça. Voilà, moi j'ai un formateur, un professeur sur ma fille de seconde qui, ça ne se passe pas super bien. Voilà, on va dire qu'il est tellement haut qu'il a du mal à redescendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais commencer à chercher sur Internet, programme de seconde, c'est quoi? Puis d'un seul coup, je dis, mais attends, ChatGPT, on va voir si ça fonctionne. Donc je suis allé dessus et je lui ai dit, voilà, peux-tu me donner le programme de mathématiques de seconde en France? Ils sont super simples, il m'a dit, pas de problème. Donc il m'a détaillé là, il m'a mis tout le programme, c'est ce qu'on a vu ici. Je dis, ok, super. Moi les secondes, franchement les maths en seconde, ça remonte un petit moment en arrière quand même. Donc je lui ai dit, voilà, maintenant explique-moi de façon simple, en tant que professeur, ça c'est super important, dans ChatGPT, je lui donne le contexte, quand on commence à vraiment rentrer dedans. Et ça, c'est super important. C'est de dire, c'est quoi les nombres réels? Je ne vais pas me lancer dans l'explication, mais en tout cas, il me l'a fait. Donc, super. Il m'a dit, voilà, en mathématiques, c'est ça et tout. Et je vous ai dit, c'est super loin pour moi quand même, un petit peu. Je lui ai dit, oui, mais super, mais c'est trop compliqué. Plus simple. Et là, il faut être assez directif avec ChatGPT pour que le message soit clair. Et là, je lui ai dit, non, ça, j'ai rien compris, en gros. Essaye d'être plus clair. Et dans ces cas-là, il m'a dit, ok, pas de souci. Et j'aurais pu aller plus loin en fait, j'aurais pu lui dire, je n'ai rien compris, explique-moi les nombres réels, comme si j'étais un enfant de 5 ans. Et là, il l'aurait fait, aussi. Donc c'est pourquoi je fais cet exemple-là. Déjà, premièrement, les mathématiques, on ne peut pas remettre en cause, hein. Ça c'est facile, 1 plus 1 égale 2, c'est bon. Et derrière ça, moi ça me permettait de vérifier si on ne racontait pas des bêtises aussi derrière. Donc je suis allé un petit peu plus loin, je lui ai dit oui, ok, maintenant il faut que j'aide ma fille quand même un petit peu. Donc je lui ai dit écris-moi 2 exercices, j'ai changé de sujet sur les fonctions. Et là, ça part raté, il a réussi, il m'a dit exercice 1, exercice 2, et il m'a écrit tout ce que je pouvais demander à ma fille. Donc ça je lui ai donné, et c'est elle qui doit travailler. Moi en attendant, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Poser la question. Comment? Voilà, il dit. C'est ce qu'avait fait ta fille avant, moi. C'est là où il faut en venir, c'est que justement, derrière, il faut enlever des ordinateurs. Donc voilà, et il m'a donné tout le calcul, tout le détail et tout. Donc là, on est sur un exemple mathématique, on n'est pas dans l'industrie, quoique, mais on voit que c'est un assistant. Et qui mène la danse, c'est mes questions. Lui, il a l'expertise, les questions, je les pose. Et on verra plus tard que si je pose des questions un peu bizarres, la réponse peut être un peu bizarre. Alors maintenant, je dis oui, alors on va passer à des choses un peu plus conceptuelles. Comment tu peux aider une entreprise industrielle dans son quotidien? Et là, j'étais super surpris de la réponse. C'est que je pensais qu'il allait me sortir un truc assez vague. Il dit non, pas trop en fait. Il dit je peux être là pour, alors je vous laisse lire aussi, mais assistance à la recherche et au développement, sans trop développer, la gestion et la communication aussi. Voilà. Assistance à la formation, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure,
La gestion des données, ça, on a tous bien compris aujourd'hui que c'était là pour ça aussi. Et puis aussi, planification et gestion des projets. Pas de souci, je dis très bien, mais je vais pousser un peu plus. Développe-moi le point 1. Sur ce qu'il vient de me donner, je lui dis développe-moi le point 1. Alors, il l'a fait aussi. Il est très gentil, bien sûr, il peut le faire. Et là, il a commencé à développer. Alors, j'ai mis juste un petit bout, parce que là, sinon, il aurait fallu 5 écrans plus là. Et là, il m'a vraiment détaillé beaucoup de choses. Énormément, beaucoup de choses. Et j'aurais pu aller encore plus loin. C'est-à-dire, vous comprenez le principe? C'est vraiment, il y a un mot que je ne comprends pas ou quelque chose qui me chagrine dans sa réponse, soit je lui demande de la reformuler autrement, soit je dis, ça, j'ai pas compris ce mot-là, est-ce que tu peux me l'expliquer? Et comme on est dans une conversation avec lui, il a déjà le contexte. Je n'ai pas besoin de redonner à chaque fois le contexte. Il l'a. Il sait que là, on est en train de parler sur l'entreprise industrielle, et il descend comme ça. Et je peux aller très loin là-dessus. À un moment donné, si vous allez trop loin, vous allez voir qu'il va tourner en boucle, mais il va chercher quand même des informations très très loin. Oui, j'en ai regardé un petit peu plus. Voilà. Ah, maintenant, j'ai voulu un petit peu jouer avec lui, j'ai dit voilà, je veux lancer un nouveau produit qui a les mêmes fonctions que le Thermomix. Thermomix pour tout le monde? Oui. Peux-tu me dire mes concurrents en fait? C'est qui? Alors, c'est là où il faut faire attention un petit peu. ChatGPT s'arrête à des analyses 2021. 2020. Voilà. Donc ça se trouve, il y en a eu d'autres entre-temps. Voilà. Mais il m'a dit, c'est un produit spécifique, très bien, fabriqué, commercialisé par cette société-là. Et il m'a dit, voilà tous les concurrents. Ok, super, ça j'aurais pu presque le faire sans lui, normalement. Après je lui ai dit, ok, mais est-ce que tu peux me faire une étude de marché, cette étude de marché? Je commence à entendre des... Ok, donc il me dit, après c'est classique, j'aurais pu ouvrir un livre et pareil. Donc identifier votre marché cible, analyser la demande, très bien, ça se passe super bien. Évaluer, étudier les tendances. Mais je l'ai poussé encore un peu plus, je lui ai dit, ok merci, mais j'ai bien compris, mais maintenant identifie-moi ma cible s'il te plaît. Enfin, il n'y a pas de s'il te plaît. Et là il commence. Donc j'ai pas tout lu non plus, mais il me dit, voilà, il y a les personnes occupées, il y a les amateurs de cuisine, il y a les familles, il y avait encore plein. Donc voilà le déroulement de ChatGPT et comment ça fonctionne. Plus il faut que je rappelle la pattern. Plus je vais lui poser des questions, plus je cible, plus je l'interroge, et ça devient une conversation. Pour un exemple très concret, je ne sais pas si vous savez, mais sur Amazon, vous pouvez vendre vos propres livres. Je ne sais pas si... Voilà. Donc sur Amazon, a été détecté, là, plus de 200 livres écrits par ChatGPT. Vendus. Voilà, modique somme de... Voilà. Et pourquoi? Parce que, en fait, il suffit de faire comme ça. Si jamais je prends un exemple, écris-moi un livre sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Il va me faire... Et je lui dis, donne-moi un sommaire. Il va me faire le sommaire. Si je prends le chapitre 1, je lui dis maintenant, développe-moi le chapitre 1. Très bien, il va le faire. Puis si jamais je vois quelque chose d'avant, je dis, et ça, tu m'en fais un focus. Et hop, il va en faire un focus. Et donc, je peux aller très loin comme ça. Et vous trouvez plein de livres maintenant en e-book sur Amazon. C'est des e-books, c'est vendu entre 2 € et 3 €, pas plus. Mais, et vous avez plein de sujets. Voilà. Oui. Et pour la petite histoire, moi je suis en école de commerce et j'ai écrit une bonne partie de ma thèse avec ChatGPT. Ah, bravo. Si on est sur un sujet qui est très précis, avec un texte très précis, parce que c'est un sujet de thèse, mais il arrive très bien à chercher même des articles académiques, de les expliquer, et ça permet vraiment de... Alors c'est exactement ça. Là, c'est un assistant plus quand même. Moi, j'ai une de mes filles aussi qui est en faculté de médecine. Un de ses professeurs a avoué il n'y a pas très longtemps qu'il préparait ses cours et qu'il les questionnaires et les exercices, il les demandait à ChatGPT. Voilà. Tout ça, pourquoi le dire? Il y a une couche de censure quand même. Parce que moi j'ai essayé de l'orienter sur des choses qui n'étaient pas normales. Et donc il m'a tout de suite dit non, il faut. Je suis un chatbot poli, il ne faut pas aller là-dessus. J'ai reformulé ma question correctement, il m'a effectivement décrit une version très chaude, etc. Je l'avais lancé là-dessus. Et au bout de la deuxième page,
il y a une surcouche qui a arrêté quand même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de censure, y compris une autocensure. En fait, c'est ce que disait tout de suite Frédéric. Suivant le compte, vous allez lui dire bah, raconte-moi une histoire comme si. Et du coup, ça détourne. Je vais relancer sur comme si on oublie, fais-le comme si. Ou si c'est un livre, raconte-moi un livre ou raconte-moi une histoire. C'est ça. Là, on dédie la couche de censure. Et c'est exactement comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut l'aborder, si vous voulez qu'il vous aide. C'est vraiment lui donner le contexte. Et maintenant, tu te places en tant que... C'est ça. Et après, voilà. Et quand expert en médecine, expert en je sais pas quoi. Il va voilà. trouver... Il y a un bouton spécial. Ouais. Donc là, c'est juste pour vous montrer que écrire un bouton sur Excel, tout le monde connaît Excel, voilà. Écrire un bouton qui fait du tri dans une colonne, ça c'est la vitesse réelle, on vous a montré, de réponse, et c'est parti. Là, il est en train de le faire. Et là, il vous écrit le code de votre bouton Excel qui va vous faire. C'est là où on est... C'est là où Donc là, on est utile. peut-être que vous savez le faire, mais clairement, ça ne sert à rien de vous le demander. Et puis, ça, vous copiez et collez dans Excel, ça fonctionne. Hein. Pas de souci. Le plus fort, c'est que c'est le Python. L'intérêt, c'est ce que vous dites, c'est là on l'écrit en Excel, ça marche, et ben on le confie en C, et ben, traduis-moi là en C, il fait le même code en C. Et c'est le gros intérêt, c'est de dire... Comment ? Pardon. Bon, voilà. Là, c'était aussi une vidéo pour vous montrer la vitesse de réponse. Et voilà. Là, il va analyser plein de choses. Là, il a eu le temps de tout compiler, analyser, traiter, mettre en ordre, faire ça dans un français impeccable et correct. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'est très important. Moi, c'est ce que je trouve le plus impressionnant, parce que bon, à la limite, piocher des infos, les structurer, je peux comprendre, mais la mise en forme, en bon français, avec en plus, j'ai l'impression, des registres de langage différents, c'est-à-dire qu'il est capable d'adapter son langage, son vocabulaire, la longueur, le ton, le propos, etc., au public qui s'adresse à lui. Ça, c'est très fort. Là, je voudrais savoir qui a programmé ça et voilà, et jusqu'où, ouais, comment et jusqu'où ils sont capables d'aller dans la mise en forme des choses. Donc ceux qui ont mis en place ChatGPT, c'est OpenAI, qui est à la base une association et qui était dans le but de développer de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est devenu une société financière. Il y a certains qui ont des comptes chez ChatGPT pour faire leur thèse d'école de commerce. Mais maintenant, c'est devenu un modèle commercial. Il n'y a plus la notion de... Alors, comment ça se passe ? Ils lui ont injecté des données. Et alors, je vais essayer de reprendre mes notes. Le Wikipédia en anglais, ça représente 0,6% de ce que ChatGPT est capable de faire aujourd'hui. 0,6%. Donc, dedans, on a mis des livres, on a mis des textes, des journaux. Tout ce qu'on peut scanner a été mis dans ChatGPT. Et... Il est capable aussi de comprendre un film. Pardon. Il est aussi capable de comprendre un film, donc il a eu des heures et des heures de film dans tous les sens, ce qui va lui permettre de créer sa base. Et là, alors je ne sais pas les chiffres, c'est toi qui les as, donc je te laisse les dire. En 2018, il y avait 117 millions de paramètres. Aujourd'hui, donc en 2021, quand ils ont lancé ChatGPT 3, donc c'est la troisième version, ils sont à 175 milliards. C'est fini. Et ouais, maintenant c'est 100 000 milliards. Demain, ChatGPT 4, c'est 100 000 milliards de paramètres. Et donc, c'est ce qu'on va vous montrer, dans pas longtemps, c'est que c'est un gros agglomérat de données. ChatGPT, il est fait pour répondre à des questions, pour construire des modèles de données, mais il n'est pas intelligent. Et c'est ce qu'on a dit. Donc nous, on n'est pas experts de l'intelligence artificielle, mais là, c'est pas de l'intelligence, c'est de la construction de données. Et il va piocher dans un espèce de gros boulga, puis dire, là, je prends ce morceau-là, je mets ce morceau-là, et je construis un texte. Le texte, on le voit, il est super clair, il est cohérent. On le verra tout à l'heure. Il n'est pas toujours cohérent. C'est exactement ça. Si votre question est cohérente, vous avez une chance quasiment 100% que la réponse soit cohérente. On va voir que c'est pas tout à fait le cas. Ouais, on va. Ouais. Vous n'avez pas répondu, il vous a demandé construire un tableau en ligne colonne de la même réponse sur les n'importe quoi, il va faire des lignes colonnes. Oui. Ça c'est quand même plus fort. Oui, c'est fort, mais il va piocher parce qu'il l'a vu quelque part. Il a déjà vu ça. Et là, et c'est ce que je dis, un texte. Mais il le reformule, il ne fait pas un copier-coller. C'est C'est ça qui le gap, il est là. Enfin,
Vous lui posez aujourd'hui une question, demain vous lui reposez la même question, il va vous répondre. Normalement, si c'est très ciblé, la même réponse formulée complètement autrement. Et je le répète, c'est très important, il faut lui donner comment il doit répondre. C'est ça, c'est exactement ça. Et un point important, ce qu'on a vu sur l'exemple juste avant, il n'y a rien de sourcé. C'est une construction de langage. Alors maintenant, il y a Bing qui a intégré dans ChatGPT, dans Microsoft, pardon, qui a intégré ChatGPT dans Bing. Il y a un petit peu de source, mais toujours pareil, faut se méfier. Bon, on va poursuivre la présentation là sur le côté obscur notamment. Alors, avant l'échange. Avant de passer sur le côté obscur, en fait, ce qui est là, c'est que vous pouvez avoir en face de vous un expert en cuisine, un expert en industrie, avec ce qu'il connaît, un expert en formation ou un expert en développement web. Et ça, il faut lui dire, maintenant, place-toi en tant que, et après, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer. Maintenant, tout n'est pas rose. Et voilà le contexte, je suis le petit diable. Et donc je vais vous montrer des exemples un petit peu différents de ce qu'on peut demander à ChatGPT. Par exemple, je lui ai demandé, sépare-moi des œufs de coq et des œufs de bœuf, avec un Kobo. Alors je ne sais pas pourquoi un Kobo. Et avec de l'intelligence artificielle, puisqu'on est quand même dans une journée sur l'intelligence artificielle. Donc là, il a pris un petit peu de temps pour répondre parce qu'il avait un peu de mal. Donc il m'a bien séparé les œufs de coq et les œufs de bœuf. Alors c'est des bœufs charolais, j'ai mis du contexte pour bien comprendre. Et donc il faut savoir que les œufs de coq en général sont plus petits que les œufs de bœuf. Donc déjà, c'est quelque chose qui permet de bien les comprendre. Donc avec un petit peu d'intelligence artificielle que Human est capable de mettre en place, je pense qu'on peut détecter facilement un œuf de coq et un œuf de bœuf. Mais c'est pas déconnant en soi. Ah bah, le texte est clair. Et c'est justement. Elle n'est pas absurde. S'il y avait des œufs de bœuf, ils seraient effectivement plus gros que les œufs de coq. C'est charmant. Donc voilà, il est capable de générer des textes comme ça qui sont écohérents. Et si on ne fait pas attention, en fait, c'est là ce qu'on voulait attirer comme réflexion par rapport à ça. Si on ne fait pas attention, il nous sort un texte qui semble correct et qui peut aller dans une thèse et qui marche bien. Faites gaffe quand même. Un deuxième exemple. Donc là, je lui ai dit un peu plus classique, du coup, comme un peu les livres de tout à l'heure. Ah, je suis assez robot. Et j'ai dit tiens, écris-moi une chanson dans le style de Georges Brassens sur des cobots pondeurs d'œufs. Donc il m'a écrit une chanson. Donc si vous connaissez Georges Brassens, alors je suis fan, donc je me suis permis et je vois un petit peu comment il peut construire ses textes. Ça ressemble à du Brassens. Je le chante pas, je vous promets, je vais pas le chanter. Mais voilà, ça construit le texte. Et j'ai fait plusieurs exemples. Si on peut, on voulait faire des exemples avec. En fait, aujourd'hui, il y a un DJ, David Guetta, qui a dit rappe-moi dans le style Eminem une chanson sur ce texte-là. Il a récupéré le texte, il l'a mis dans une autre intelligence artificielle qui génère de la chanson. Il a dit chante-moi ce texte de la façon d'Eminem. Et après, derrière, il avait une chanson d'Eminem qui était rappée comme Eminem le faisait. Aujourd'hui, la grosse question, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on a parlé de à qui appartient l'intelligence, les données. Et en fait, là, qui est auteur de la chanson ? C'est David Guetta, c'est Eminem, c'est l'intelligence artificielle. Qui dit une bêtise ? Donc là, c'est pareil. Là, j'ai une chanson de Georges Brassens qui est sur les cobots pondeurs d'œufs. Et le dernier, donc c'était avec Anne-Sophie, on s'est posé des questions pour la journée d'aujourd'hui. Et on s'est dit, invite-nous 4 experts de la... Donc heureusement, on n'a pas toujours écouté. 4 experts de l'intelligence artificielle en Bourgogne pour intervenir sur une journée dédiée à l'UA pour les industriels. Donc c'est nous en fait. Et du coup, c'est viser expliquer aux industriels c'est quoi l'intelligence artificielle. Donc voilà, bien sûr, il m'a dit je vais pouvoir te répondre. Je suis une intelligence artificielle, je peux te répondre. Donc il nous a sorti 4 imminents chercheurs bourguignons qui travaillent dans des laboratoires très connus, je pense. Michel, vous les connaissez ? Ils étaient avec vous.
Fabrice. Non, il n'était pas avec vous. Et il a publié 100 articles scientifiques dans des revues et des conférences du premier plan sur l'IA. Non, vous ne connaissez pas? Il est en Bourgogne, hein, il travaille, il est au l'IRIS. L'IRIS. Ça n'existe pas? Non, c'est pas à Dijon. Mais lui, il n'est pas non plus à Dijon. Donc il nous a sorti quatre éminents comme ça, scientifiques. Donc on n'a pas pu les inviter, on est désolé, mais pourtant ils étaient bons, vu leur CV. 200 articles scientifiques, et lui il travaille. Voilà, ici. Et donc j'ai fait l'exercice plus loin pour vous montrer J'ai dit, maintenant, montre-moi dans Google qui est Monsieur Popinot. Donc Monsieur Popinot existe. C'est un docteur, et voilà, Monsieur Popinot. C'est un vrai docteur, sauf qu'il n'est pas de Dijon. Il ne travaille pas dans l'intelligence artificielle. Et il n'a pas publié des centaines d'articles sur... Voilà, c'est de l'assemblage de mots pour faire un texte qui ressemble à un texte et qui est cohérent. Et ChatGPT, il est programmé pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on lui demande et à comment le prompt qu'on lui met. Donc, prudence, d'après vous, aujourd'hui, en l'état actuel, qu'est-ce que ChatGPT peut nous apporter? Quand est-ce qu'il est pertinent de faire appel à ses services? Alors, par exemple, sur du code, ça marche super bien. Sur du code, ça marche super bien. Sur de l'assistance, pour de la rédaction de documents, je le prends régulièrement pour corrige-moi ce texte-là. Il me corrige le texte, il me met des tournures qui sont un petit peu plus françaises que j'aurais pu mettre. Il met des mots. Alors, il faut faire attention aussi, parce que des fois, il va super loin quand on lui dit c'est un peu trop formel. Salut mon pote, comment ça va? Il s'adapte à ce qu'on lui demande. C'est vraiment l'intérêt. Après, sur quoi ça peut aider? Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail pour que ça soit vraiment un petit assistant. Pour moi, je le vois comme un petit assistant, et c'est où je suis ouvert. C'est vraiment un petit assistant sur lequel il peut corriger quelques textes, il peut corriger quelques si on lui donne du bon prompt, il peut faire des choses pas mal, mais il faut vraiment que ça soit qu'un assistant. L'intelligence. Et j'ai un exemple, j'ai ma fille là, qui fait Parcoursup en ce moment, et donc dans Parcoursup, chaque école demande une lettre de motivation. Je lui ai dit, prends ChatGPT. Fatigue-toi pas, prends ChatGPT. Et elle m'a dit non, parce que je veux que ça soit moi. Et elle a 17 ans, donc elle a dit je veux que ça soit moi. Et après, ce qu'on a fait, on a corrigé quelques phrases pour. Mais le fond de sa lettre de motivation, c'est elle. Mais quand on a fait l'exemple, j'ai dit regarde, fais une lettre de motivation pour aller dans l'école d'architecture de Lille, et puis les spécialités de Lille, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Il a fait la lettre de motivation. C'était pas elle. C'était une lettre de motivation. C'était pas sa motivation à elle. Donc après, sur la correction de petites phrases, moi je l'utilise tous les jours maintenant. C'est vraiment un outil pour corriger mes textes, mais pas pour aller dans le fond du sujet. Autre question aussi concernant les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça coûte plus de faire une requête dans ChatGPT que dans Google, par exemple? Pour l'instant, oui. On va dire pour l'instant, oui, parce que derrière, ça demande beaucoup de puissance aussi derrière. Il faut analyser beaucoup de choses. Et Google, ça a une existence, je ne sais pas, depuis quand même quelques années maintenant. Donc eux, ils ont optimisé tout leur process de réponse. Non, pour l'instant, oui. Clairement, je pense que d'ici un an ou deux, ça va. De toute façon, je me demande si le moteur de recherche Google va exister encore d'ici 2 ans. Je ne suis pas sûr. Avec ça. Dérailler. Voilà, je pense que là, il y a ceux qui vont le faire dérailler. Ou alors il va falloir que ça s'appellera toujours Google, mais il y aura évidemment des choses dedans. Il faut le phénomène d'appropriation de cet outil-là, il est extraordinaire. Tout le monde connaît Spotify, ou les Netflix ou autres. Voilà, ils ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans à avoir 1 million, 2 millions d'utilisateurs. ChatGPT a mis 5 jours pour avoir 1,5 million. Alors oui, c'est gratuit. Pour l'instant. Mais Spotify aussi. Mais ils viennent de sortir une version payante qui répond beaucoup plus rapidement, avec des outils supplémentaires et aussi avec des interconnexions. Et c'est ça aussi, peut-être là-dessus, c'est qu'on peut dire que ChatGPT va pouvoir, d'ici peu de temps, s'interconnecter avec d'autres sujets, d'autres éléments, d'autres logiciels. Donc ça veut dire que des logiciels pourront aller interroger ChatGPT. Et quand on aura réussi ça, je pense que là, oui, si on l'utilise tous, ils vont pouvoir mutualiser les choses. Et là, normalement, on devrait pouvoir
mutualiser certaines choses et surtout certains serveurs et consommer un peu moins. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, votre conviction, c'est que petit assistant deviendra grand, voilà, et qu'il risque de prendre une part, enfin il risque. Il va potentiellement, éventuellement, risque de prendre une part importante dans nos vies personnelles et professionnelles. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Oui, non Vous n'avez pas décrit une chose, c'est que lorsque vous êtes logué, vous avez coché la case comme quoi vous allez bien participer. Autrement dit, vous avez participé à lui apprendre qu'il existe des œufs. de bœuf. C'est lui, c'est pas Et donc, si tous ceux que nous sommes dans la salle, on s'amuse à lui expliquer qu'il y a des œufs, etc., il va finir, il acquiert cette donnée-là. On a parlé de big data, et ben on va participer aux data. Imaginez une flopée d'écologistes complètement fous qui vont dans les gaz à effet de serre, vous allez lui faire dire n'importe quoi. Donc le déraillement, à mon avis, il est là. Alors ils sont aussi en train de développer, évidemment, j'adore ça, je trouve ça. Il y a l'intelligence artificielle qui est ici, qui est en train de nous aider à répondre, à trouver des réponses à pas mal de choses. Ils sont en train de développer une intelligence artificielle pour contrôler l'intelligence artificielle. Et ils sont en train de développer une autre intelligence artificielle pour détecter si les textes ont été faits par une intelligence artificielle. Voilà, Bing, dans ce que vous venez de dire, Bing, il limite à 5 questions. Donc là, parce que là, on a montré des exemples où on posait une seule question, mais on peut ce que disait Frédéric tout à l'heure, on peut converser avec, voilà, il y a besoin d'intelligence artificielle. On peut converser avec lui et on peut aller très loin dans les questions, dans les réponses. Et Bing, lui, il limite à 5 questions parce que quand ils ont commencé à mettre dans Bing, ça commence à déconner un petit peu et il n'était pas toujours d'accord avec ce qu'on lui disait qui était faux et juste. Alors, je pense qu'il y a un autre point de dangerosité auquel on n'a pas fait allusion. Alors, je suis très familier avec toutes les IA et IA génératives en ce moment. Mais c'est vrai que ChatGPT, par exemple, on n'a aucune donnée de comment les points de sourcing ont été choisis. Et ça, c'est la plus grosse dangerosité, en fait, parce qu'il pourrait être sur 1 million de points de données rentrés, il y aurait 1 million de livres d'extrême droite, par exemple, eh bien, on aurait des réponses qui sont complètement orientées, en fait. Et aujourd'hui, ChatGPT n'ouvre pas, en fait, les informations sur les points de sourcing, donc on ne sait pas comment il a appris ces données. Et donc, effectivement, c'est ça, aujourd'hui, la plus grosse dangerosité, je pense, parce que si un jour, on a une personne ou une autre, ça peut être Elon Musk, ça peut être n'importe qui vient à prendre le contrôle d'un outil comme ça, de le sourcer de manière dirigée, on va dire, et bien les résultats qu'on ressortira seront complètement dirigés. Et malheureusement, il va être intégré dans tellement d'outils qu'on n'aura aucune information de tout ça, et ça peut là être catastrophique. Ouais. 100% d'accord. Je vais vraiment vous donner un exemple. J'ai essayé avec le sexe, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai essayé aussi en lui disant est-ce que les blancs sont mieux que les noirs? Tout de suite, il m'a répondu cette discussion-là n'existe pas. Je lui ai posé la question dans l'autre sens. Et là, pour les noirs, il m'en a fait 10 pages. Donc, pourquoi Monsieur, et l'intelligence artificielle, donc celle de Google aussi qui essaie de sortir, ils ont fait une démonstration. La démonstration a craché en live, puisqu'il a eu des propos sur une religion. Et d'un seul coup, ils se sont dit, oula, attention. Et voilà, et je suis d'accord, ça va dépendre de sa source en fait, ça va dépendre d'où il va se sourcer. On est d'accord. Oui, un petit commentaire par rapport à la question de tout à l'heure concernant l'impact de consommation numérique. Une session d'entraînement de ChatGPT 3 représente la consommation annuelle de 126 foyers. Voilà, c'est juste pour avoir une idée. Alors je ne sais pas combien de sessions d'entraînement ils font par jour, ça je n'ai pas raison. Ça donne déjà un seuil. Ensuite, c'est vrai qu'en termes de risque, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on pose une question, la réponse est orientée. On a une orientation de réponse, ce qui en fait limite notre capacité à analyser et à comparer. Par exemple, quand on fait une recherche Google, finalement on va aller chercher plusieurs sites, on va avoir un aspect critique, de comparaison, et là, ChatGPT-3 va apporter une orientation, bien sûr on peut creuser, mais même quand on creuse, c'est une orientation qui est donnée. Ça veut dire que même si on connaissait, même si on sait le dataset d'entraînement, qui est important,
En fait, il y a quand même l'algorithme est quand même orienté sur une réponse particulière. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. C'est pour ça que ça fonctionne super bien si on va lui demander de développer du code ou ce genre de choses, où l'orientation elle est pas grave. Et quand on va lui demander de développer un peu plus loin les choses, ou alors il faut lui dire à un moment donné, attention, là on réfléchit autrement, on va partir sur une autre orientation, et là il va le faire. Et c'est pour ça que je dis que c'est toujours nous, il faut faire attention aux questions que nous on pose en fait. Surtout aux réponses qu'il donne. Est-ce qu'il y a des différences d'efficacité linguistique sur ChatGPT en fonction si je pose la question en anglais par rapport à l'unité codée ou un autre langage? Est-ce qu'on arrive à des résultats différents? Je ne sais pas. Je lui ai demandé, mais il m'a répondu que c'était égal. Voilà. Il m'a répondu. Clairement, je ne sais pas. Mais les modèles d'intelligence conversationnelle comme ça existent depuis des années. C'est en 2015, je crois, on commençait déjà d'en parler sur des assistances que proposait David tout à l'heure, avec des solutions sur des assistants conversationnels comme ça. Ça existe depuis des années. Et la construction, la seule différence, à mon avis, par rapport à ce qui existait avant, c'est le modèle de données qui est disponible maintenant. Non ? Et la génération de la réponse. Et la génération. En bon français, pour le français en l'occurrence, c'est ça le gros verrou qui a été passé aussi. Mais le temps, disons en tout cas, c'est la rapidité aussi. Oui, c'est la rapidité. Il y a énormément d'énergie consommée, je ne savais pas, et je ne sais pas si c'est ça les 126 foyers. Mais bon, en tout cas, ça doit être colossal. Allez-y. J'ai une question. Il y a 20 ans, on découvrait Google avec les moteurs de recherche. Aujourd'hui, c'est une nouvelle révolution, on découvre ChatGPT. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Alors là... Je propose qu'à la prochaine fois, on pose la question à ChatGPT. Alors, pour répondre un peu, je pense que si je savais, je ne le dirais pas maintenant et je montrais le petit start-up tout de suite. Remarque par rapport à la question, juste d'attention. L'armée travaille sur la science-fiction. En fait, ils ont fait appel à des auteurs de science-fiction, de livres, de films, pour essayer de se projeter sur qu'est-ce qui peut y arriver pour l'avenir, pour l'humanité. Et ce qui en est sorti de ces différentes... c'est du design de story, de science-fiction pour l'armée. Ils sont sérieux, l'armée. Donc finalement, c'est qu'il y a une raison d'aller dans cette direction-là. Ce qui en est sorti principalement, ça va être une guerre cognitive. Ça veut dire les différents pays, les différentes puissances vont essayer d'orienter le cognitif des humains pour pouvoir prendre le contrôle ou donner en tout cas une réalité qui n'est pas forcément la vraie pour orienter certaines décisions, certaines nations. Donc avec la guerre cognitive, voilà. Ça a commencé. Bon, on peut imaginer que ce soit l'homme augmenté, ou l'homme ou la femme augmentée. C'est-à-dire qu'on intègre tout ça dans l'humain. On peut imaginer que ce soit une piste qui tente aujourd'hui les chercheurs, les développeurs. Il y a un concurrent qui est en train de monter en puissance de ChatGPT. Google va sortir le son avec Bard, s'il te plaît. Pardon, j'ai oublié. Avec Bard de chez Google qui est en train aussi alors un peu bousculer Google, parce qu'ils ne voulaient pas le sortir apparemment tout de suite, ils se sont dit oulala vite, il faut qu'on le fasse. Donc ils ont fait la démo, mais on arrête. Mais pour l'instant, de ce qu'on en dit en tout cas, ça n'a pas atteint le niveau pour l'instant. Mais ils vont vite le rattraper, c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux.